بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Je continue en français, vous inquiétez pas. Mais je voulais vous rappeler d'abord le hadith من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فديروا النية. Donc, ça me fait vraiment plaisir de participer au congrès cette année avec MG Maroc. Je suis honorée de contribuer avec ce sujet qui est nouveau, même pour moi. Ça fait à peine 6 mois que je me suis formée à la thérapie de la reconsolidation de la mémoire. Et ça me fait plaisir de partager avec vous parce que ça sera, pour certains d'entre vous, une solution que vous allez pouvoir proposer à vos patients qui souffrent de stress post-traumatique. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt. Et en fait, je vais vous illustrer le sujet autour d'un cas clinique. Bien entendu, j'ai changé les détails pour préserver le secret médical. Donc, il y a un enrobage qui est modifié, mais le fond du cas clinique est réel en fait. Donc, Marie, 35 ans, elle vient me voir un jour en état d'épuisement professionnel. Elle demande un arrêt de travail. Alors que ça fait 15 ans que je la connais, Marie, on est tous des médecins généralistes ici, on suit les gens dans la durée. Et depuis 15 ans, elle n'est jamais venue me voir pour demander un arrêt de travail. C'est une femme qui est courageuse, qui s'occupe de sa famille, de ses parents, qui est sérieuse. Et là, en fait, elle n'en peut plus. Elle se lève un jour, elle ne peut pas aller au travail. Et elle décrit en fait trop de pression entre le travail et la maison, en fait. Le cadre familial même élargi, en fait. Et elle n'en peut plus. Elle gère plus. J'évalue en fait son état dépressif grâce au questionnaire de Hamilton, qui montre un chiffre assez élevé, quand même 39. Il y a une perte de poids de 20 kilos qui s'est fait progressivement sur un an, c'est quand même beaucoup. J'ai pas fait le test de Maslach qu'on peut faire pour le burn-out parce qu'il y avait un mélange entre des problématiques au travail et des problématiques familiales en fait. Le test de Maslach, c'est comme le test de Hamilton. Vous connaissez le test de Hamilton? C'est un questionnaire en fait qui permet d'évaluer, qui est basé, c'est un questionnaire qu'on utilise en psychiatrie. Et c'est tout simplement une série de questions basées sur les symptômes de la dépression. Et il y a un système de points et à la fin, on a un résultat chiffré. C'est intéressant parce qu'on peut le faire avant de commencer la thérapie ou le traitement, quel que soit le traitement. Et par exemple, à 6 mois ou à 1 an, et on voit l'évolution. Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a une stagnation? Est-ce qu'il y a une aggravation? Et l'équivalent, spécialement pour le burn-out, les questions sont différentes. C'est le test de Maslach. Donc, diagnostic de dépression dans un premier temps et on se lance dans un traitement par thérapie comportementale et cognitive pour une problématique de burn-out. Sauf que au bout d'1 ou 2 séances, on se rend compte, on tombe en fait sur une souffrance intense liée à une fausse couche spontanée du premier trimestre qui a eu lieu il y a 1 an et c'était la 3e fausse couche pour Marie. Et Marie, elle n'a pas d'enfant. Elle s'est mariée tard, elle n'a pas d'enfant. Et suite à cette fausse couche, en fait, elle a développé des symptômes de stress post-traumatique. Il y a eu progressivement, en fait, ça s'est installé, ça s'est aggravé, en fait, son état s'est aggravé depuis 1 an, avec une fatigue physique, mentale, un sentiment de dévalorisation, une perte de confiance en soi, des problèmes de couple. Jusque-là, elle n'a pas consulté. Et quand ce trouble anxio-dépressif s'est aggravé et a commencé à toucher le travail et qu'elle s'est retrouvée à ne pas pouvoir carrément aller au travail, c'est là où elle a consulté en fait. Donc on a bifurqué sur un diagnostic d'état stress post-traumatique. En fait, on s'est dit à ce moment-là, ce que je lui ai proposé, c'est écoutez, on va s'occuper de ce stress post-traumatique et ensuite, dans un deuxième temps, on reviendra à la thérapie du burn-out si nécessaire. C'était le plan, en fait, entre guillemets. Alors, donc, comme on a dit, on va illustrer à partir du cas de Marie, quels sont les critères diagnostiques de l'état de stress post-traumatique, d'après le DSM-5, qui est le dictionnaire des maladies psychiatriques. En fait, en consultation, on a un questionnaire qu'on fait passer aux patients et ce questionnaire nous permet de faire le diagnostic d'état de stress post-traumatique. Là, je ne vais pas vous passer le questionnaire, mais les critères tels qu'ils sont décrits en fait dans le DSM-5. Donc, le critère A, c'est d'avoir été confronté à la mort ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles. Dans le cas de Marie,
pour nous, en tant que médecins généralistes, une fausse couche spontanée du premier trimestre, ça nous paraît pas correspondre à une menace de mort. Et c'est intéressant de voir la différence en fait de représentation des choses entre le médecin et les patients. On voit pas les choses de la même façon en fait. Pour un couple, une fausse couche spontanée du premier trimestre, c'est une exposition en fait à la mort. Le critère B, c'est ce qu'on appelle les intrusions. En fait, c'est des souvenirs envahissants de l'événement traumatisant, des rêves récurrents, des cauchemars et des flashbacks. Les flashbacks, en fait, la différence avec les souvenirs envahissants, c'est que le flashback, il crée une dissociation. C'est-à-dire la personne, elle vit sa vie, elle est dans un contexte qui n'a rien à voir avec le traumatisme. Et d'un coup, en fait, c'est comme si elle est plongée dans cet événement traumatisant, dans le souvenir. Et elle est dissociée, en fait, de la réalité. Elle est plus dans la réalité, dans sa réalité actuelle, en fait. C'est ce qu'on appelle le flashback. Le critère C, c'est l'évitement. Évitement des stimuli qui rappellent le trauma. Ça peut être, par exemple, dans les cas d'attentat, le lieu, la rue où a eu lieu l'attentat. La personne qui souffre de stress post-traumatique, elle ne peut plus passer par cette rue, elle va éviter. Ça peut être éviter de certaines pensées ou certaines personnes. Dans le cas de Marie, par exemple, il y avait un évitement par rapport aux pensées. Elle n'était pas capable de parler des fausses couches. C'était trop douloureux. Et il y avait un évitement un peu des personnes, dans le sens où être avec des enfants, ça lui faisait mal au cœur, en fait. Donc, elle essayait d'éviter ça au maximum. L'évitement, c'est un critère, c'est quelque chose qui est important, en fait, dans l'état de stress post-traumatique, parce que ça renforce le traumatisme, en fait. Donc, c'est important dans le suivi aussi de vérifier que l'évitement, en fait, il disparaît à la fin de la thérapie. Il y avait des souvenirs envahissants, simplement des souvenirs envahissants. Elle n'avait pas de dissociation, pas de flashback ou de cauchemar. Le critère D, c'est l'altération des cognitions et de l'humeur, donc des croyances négatives qui sont développées sur soi, sur le monde, sur les autres, et des émotions négatives. Donc, comme on l'a vu là, un état dépressif sévère. Et elle a développé une perte de confiance en soi qui a fini par toucher le travail. Et elle avait des pensées, je suis pas capable de, et en particulier, elle m'a dit, je suis même pas capable d'avoir un enfant. Donc, à partir d'une fausse couche, il n'y a aucune raison de développer un état, enfin, une perte de confiance en soi. Mais voilà, c'est cette altération des cognitions et de l'humeur qui est le secondaire au stress post-traumatique, en fait. Le critère E, c'est l'hypervigilance et la modification de l'état d'éveil. Donc, irritabilité, des troubles du sommeil, en particulier parce qu'ils ont peur d'aller dormir, ils ont peur du cauchemar, en fait. Une impulsivité, une hypervigilance et des sursauts pour des stimuli qui sont pas très intenses, en fait, des sursauts exagérés, en fait. Le critère F, c'est un critère de durée. Donc, on définit l'état de stress post-traumatique à partir de 1 mois d'évolution par rapport à l'événement traumatisant. En dessous de 1 mois, on parle d'état de stress aigu. Et après, il n'y a pas de durée maximale. C'est-à-dire que parfois, les patients, ils développent soit une résilience, soit une sorte d'amnésie post-traumatique. Ça se voit surtout chez les militaires, par exemple, qui, sur une zone de guerre, par exemple, peuvent vivre un événement traumatisant et ne rien ressentir, en fait, développer un état de stress post-traumatique 10, 15 ans après. Et ça rentre dans la définition, c'est pas limité dans le temps après, en fait, par rapport au début enfin, par rapport à l'événement lui-même. Mais c'est au moins 1 mois avant qu'on définisse l'état de stress post-traumatique. Le critère G, c'est bien entendu que cette perturbation, elle entraîne quand même une souffrance cliniquement significative ou une incapacité importante dans les dimensions sociales, professionnelles ou toute autre dimension importante du fonctionnement. Donc, dans le cas de Marie, vous voyez qu'elle a développé d'abord des problèmes de couple et puis un burn-out, un état de burn-out, donc une souffrance effectivement significative. J'ai retrouvé en préparant la présentation un article, une étude en 2006, une étude marocaine, sur les survivants du tremblement de terre d'Agadir en 1960. Et il y avait une phrase qui m'a marquée, il disait la vie socio-professionnelle. Donc, ils ont évalué en fait leur état actuellement, 40 ans après, en 2006. Et la vie socio-professionnelle est perturbée chez les survivants du séisme, même 40 ans après. Donc, ils ont encore besoin de prise en charge, en fait, ces personnes.
Le critère H, c'est simplement un critère d'exclusion. En fait, la perturbation n'est pas attribuable aux effets physiologiques d'une substance, par exemple un médicament ou l'alcool, ou à une autre affection. Voilà, donc sur la base du questionnaire, on est parti sur un diagnostic d'état de stress post-traumatique et comme je vous ai dit, on a changé de thérapie, au moins transitoirement. On est parti sur la thérapie de la reconsolidation de la mémoire. D'abord, je vais aborder les autres traitements evidence-based, basés sur les preuves de l'état de stress post-traumatique et on va évoquer leurs limites. Il y a essentiellement deux options thérapeutiques, c'est les traitements médicamenteux, la chimiothérapie, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine et plus efficace, c'est la paroxétine. La durée de traitement minimum, c'est 1 an. Bien sûr, il y a des effets indésirables. Il y a un syndrome de sevrage très fréquent quand on arrête le traitement et beaucoup de cas d'abandon du traitement. J'aime bien comment Alain Brunet commente cette option thérapeutique. Donc, Alain Brunet, le professeur Alain Brunet, c'est le fondateur de la thérapie de la reconsolidation de la mémoire sur la base de recherches depuis les années 90. En fait, il développe cette thérapie depuis les années 90 et il décrit cette option comme ça. En fait, on prend un médicament, on fait prendre aux patients un médicament chaque jour et son action, c'est simplement de masquer les symptômes de la souffrance psychologique, mais il ne va pas guérir de son traumatisme. L'autre option thérapeutique, c'est la psychothérapie, type thérapie comportementale et cognitive du traumatisme et le MDR. La formation est longue, il y a peu de praticiens. Le coût du traitement, c'est un frein important à ce traitement-là. Et dans les méta-analyses, on voit que le taux de rechute est assez fréquent, 50% à 1 an, avec les thérapies comportementales et cognitives. Maintenant, on va aborder les principes de la méthode dans la thérapie de reconsolidation de la mémoire. Donc, on va travailler sur, en fait, le souvenir traumatique. Et ce que j'explique à mes patients, quand je leur aborde la thérapie, je leur dis, en fait, votre souvenir, il est stocké dans votre cerveau dans deux zones. D'un côté, il y a l'histoire, en fait, les faits, qui sont donc stockés au niveau de l'hippocampe. Et d'un autre côté, il y a l'amygdale qui stocke la dimension, en fait, émotionnelle de ce souvenir. Et le principe de la thérapie, ça va être de raviver le souvenir traumatique et il va s'opérer en fait une mise à jour du souvenir sur le côté émotionnel en fait. Donc on va pas modifier le souvenir, on va pas modifier l'histoire, mais on va modifier sa dimension émotionnelle. Cette thérapie, elle va agir en fait sur les symptômes pathologiques qui émanent de ce souvenir. Et on va utiliser le propranolol parce qu'il interfère avec le réenregistrement du souvenir au niveau émotionnel. Merci. Je vais déjà écouter. Alors, je vais vous montrer un schéma, c'est beaucoup plus simple pour comprendre. J'ai mis STM, c'est Short-Term Memory, LTM, Long-Term Memory. Donc, c'est comme si la mémoire, elle fonctionne un peu comme un ordinateur, avec une mémoire à court terme, une mémoire à long terme. Vous savez, quand vous travaillez sur l'ordinateur, il faut régulièrement enregistrer, sinon vous perdez votre travail. Et nous aussi, en quelque sorte, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que notre cerveau, il enregistre énormément d'informations pendant qu'on fonctionne au quotidien, et il n'enregistre pas toutes les informations dans la mémoire à long terme, en fait. Et en fait, le cerveau, il passe son temps à transférer des contenus de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. C'est ce qu'on appelle le processus en fait de consolidation de la mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des années 90, la recherche sur la mémoire et en particulier les travaux de Karim Nader au Canada ont démontré que en fait, il y a aussi un autre processus qui est la reconsolidation. Qu'est-ce qui se passe si on extrait un souvenir de la mémoire à long terme pour travailler dessus, dans la mémoire à court terme, dans la mémoire de travail, en fait, ce souvenir, il devient labile, il devient fragile, il devient modifiable, en fait. Et il doit être reconsolidé. J'ai mis normalement le pointeur. Donc, on extrait le souvenir de la mémoire à long terme dans la mémoire de travail et il doit être reconsolidé pour repasser dans la mémoire à long terme. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que le propranolol, il peut intervenir sur la dimension émotionnelle du souvenir. Ça a été démontré, l'intervention du propranolol, par Larry Cahill en 1994. C'est l'étude qui initialement a intéressé le professeur Alain Brunet à comment utiliser le propranolol pour traiter le stress post-traumatique. C'était une étude très intéressante où ils ont pris des sujets, ils leur ont présenté une histoire. Dans cette histoire, il y avait une dimension
neutre et une dimension émotionnelle. Et ensuite, ils leur ont fait passer un QCM. Donc, ils leur ont présenté des slides, en fait, pour raconter l'histoire. Et ensuite, ils leur ont fait passer un QCM pour évaluer ce qu'ils avaient retenu de l'histoire. Donc, ils l'ont fait et ils l'ont refait en leur donnant du propranolol. Et ils se sont aperçus que la mémorisation des faits neutres entre sous propranolol ou sans propranolol, c'était pareil. Et par contre, après avoir pris propranolol, les gens retenaient moins bien la partie émotionnelle de l'histoire. Donc, c'était intéressant. Et ça a été le point de départ, en fait, de la recherche sur comment traiter le stress post-traumatique en utilisant propranolol. Je vais y venir sur le détail, bien sûr. Peut-être on en parlera après, comme ça on va rester dans les temps. Je l'aborderai dans les questions après. D'accord? Alors, je vais aborder rapidement les indications et les contre-indications. Je ne sais pas du tout où j'en suis côté temps. Bon, on a le temps, on va dire. Principales indications d'état de stress post-traumatique. Et ce qu'on appelle le trouble de l'adaptation, en fait, c'est défini dans le DSM. C'est tout simplement l'état de stress post-traumatique. Vous voyez la liste des critères. S'il en manque un ou deux, on parle de trouble de l'adaptation. Donc, c'est quasiment la même chose, en fait. C'est juste une question de définition précise. Il y a des contre-indications qui sont déjà les contre-indications du propranolol. Je ne vais pas insister là-dessus, vous les connaissez. Et des contre-indications aussi d'ordre psychiatrique, en particulier les troubles de la personnalité limite et les psychoses. En fait, les risques, s'il y a un risque de mésusage du propranolol, ça peut être dangereux. Donc, quel est le protocole, justement? Vous demandiez justement comment ça se passe et combien de comprimés on prend. Donc, le protocole de traitement par la thérapie de la reconsolidation de la mémoire, ça va se passer sur 6 séances consécutives. Donc, ça, c'est important. Parfois, on peut être obligé de reporter. Moi, ça m'est arrivé avec une patiente qui allait avoir une interruption. En fait, je leur pose toujours la question avant, est-ce qu'ils vont pouvoir venir à 6 séances consécutives, sur 6 semaines en fait consécutives? Et faut pas hésiter dans ces cas-là à se mettre d'accord sur une date ultérieure quand ils n'auront pas d'événements intercurrents qui pourraient annuler une séance en fait. Donc c'est quand même intéressant d'avoir simplement 6 séances pour une thérapie. Au départ, bien sûr, c'est les 6 séances, c'est le protocole. Avant, ben, bien sûr, il y a quand même quelques séances. Il y a le diagnostic, l'évaluation médicale pour vérifier l'absence de contre-indication au propranolol. Et la prise de propranolol, en fait, elle va se faire uniquement le jour de la séance. Donc, c'est pas la prise, c'est très intéressant pour les patients parce que ils ont l'option d'un médicament qu'ils vont prendre pendant 1 an tous les jours ou un médicament qu'ils vont prendre pendant 6 séances. Éventuellement, on a le droit de rajouter 1 ou 2 séances. Ça peut se faire. Donc, maximum, ils vont prendre 8 comprimés, en fait. Et ils le prennent le jour de la séance, entre 60 et 90 minutes avant la séance, le temps qu'on atteigne la concentration maximale dans le sang. Il faut noter dans l'ordonnance qu'ils le prennent avec une collation et une boisson sucrée pour éviter l'effet de premier passage hépatique qui peut diminuer, en fait, la biodisponibilité. Non, 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 pas à la fois. 8 comprimés sur les 8 séances. Alors, quand je dis 1 comprimé, en fait, le dosage, il va être adapté au poids. Mais en général, ça tourne en 1, 2 comprimés maximum. Et en tout cas, ils vont prendre le traitement 8 fois. Il y aura 8 jours, 6 à 8 jours où ils vont prendre un médicament. Entre les séances, ils ne prennent pas de traitement, en fait. Il n'y a pas de médicament. Donc, ils ont pris leur séance, leur médicament. On peut le faire prendre soit au cabinet, soit chez eux. Moi, ils le prennent à la maison, hein, mais des fois, on peut avoir besoin de surveiller le patient. Donc, on peut le faire prendre dans certains centres, ils leur font prendre avant la séance dans le centre et ensuite ils attendent. Et en séance, qu'est-ce qu'on va faire? On va raviver le souvenir. Donc là, je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est un peu, il y aurait trop de choses à dire, mais le principe, c'est qu'on va raviver le souvenir traumatique. Et après avoir ravivé le souvenir, simplement, on va dire au patient, ben maintenant, c'est bon, il n'y a rien à faire, vous rentrez chez vous, le propranolol va faire son travail et va interférer avec le réenregistrement, la reconsolidation de la mémoire, en fait. Et séance après séance, le côté émotionnel va diminuer. Donc, je vais vous l'illustrer avec le cas de Marie. Je vous ai mis le graphe en fait de son évolution. En fait, avant chaque séance, je leur fais passer, c'est intéressant la psychométrie, je leur fais passer un test qui est un questionnaire que vous pouvez trouver sur Internet, hein, simplement en tapant le nom, questionnaire de mesure des symptômes de stress post-traumatique. Avant la séance, ils répondent aux questions et sur la base de ce qui s'est passé depuis la semaine passée en fait. Voilà, depuis la semaine dernière, et ils ont tout un questionnaire à remplir. Et en fait, vous voyez, c'est sur 88.
on part quand même d'un niveau de souffrance intense, 80 sur 88, et dès la deuxième séance, on passe à 68. C'est quand même impressionnant. Et il y a cette diminution linéaire qui est très belle. Et à la fin, c'est quasiment insignifiant, un score de 7 sur 88. Alors, bien sûr, c'est un peu un cas idéal. C'est pas toujours comme ça. Parfois, on stagne. Moi, j'ai eu une patiente avec qui on est arrivé à 40 et puis on a stagné. Donc, au bout d'un moment, je l'ai orientée sur une autre thérapie. C'est pas un problème. On a quand même avancé sur certaines problématiques. On a quand même débloqué des choses. Donc, c'est pas un échec. Et il y a parfois une aggravation, une amélioration ensuite, parce qu'il y a des fois des phénomènes intercurrents, d'autres choses qui se passent dans leur vie qui font qu'ils se sentent voilà, moins bien. Donc, c'est pas toujours aussi linéaire, mais on a souvent cette évolution-là et c'est quand même sympathique. C'est très satisfaisant pour un médecin, pour un thérapeute d'une manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est à la fin de la thérapie, son témoignage, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en avait pensé. Et j'étais surprise parce qu'elle m'a dit, pour être honnête avec vous, j'y croyais pas du tout quand vous me l'avez présenté. Je lui explique toujours avant la thérapie qu'est-ce qu'on va faire. Elle m'a dit, quand vous m'en avez parlé, honnêtement, j'y croyais pas. Je pensais pas qu'en 6 séances, j'allais me débarrasser d'un traumatisme. Mais je vous fais confiance, comme ça fait 15 ans, c'est une relation de 15 ans quand même. Je dis, je vous fais confiance, donc je l'ai fait et elle est bluffée elle-même par le résultat parce qu'elle me dit maintenant, je peux parler des fausses couches, c'est pas un problème. Elle a plus du tout ces idées en fait négatives par rapport à elle-même. Cette dévalorisation, c'est terminé. Elle a changé de perspective par rapport aux fausses couches. Quand elle est avec ses neveux, elle me dit j'ai plus ce pincement au cœur de moi, j'ai pas d'enfant. C'est pas un problème en fait. Donc c'est intéressant. Voilà. Alors en conclusion, déjà je voulais insister sur l'efficacité. Comme vous l'avez vu sur le cas de Marie, c'est quand même un peu un cas encourageant. Et cette efficacité dans les études, elle est à 70% et maintenue sur le long terme. Dans le suivi à 6 mois, à 1 an, l'efficacité se maintient en fait. C'est un vrai changement de paradigme, c'est une révolution en psychiatrie parce que pour la première fois, on peut guérir en fait une pathologie psychiatrique, alors que avec les autres options qu'on a, on diminue les symptômes, la souffrance, mais on peut pas parler de guérison, on peut jamais parler de guérison en fait. Là, dans le stress, l'état de stress post-traumatique, avec cette thérapie, on peut parler de guérison. Quand ça fonctionne, on peut vraiment parler de guérison. Et ce qui est intéressant aussi, on en discutait tout à l'heure avec un médecin, quand on pense au état de stress post-traumatique, on pense surtout aux attentats, on pense à la guerre. Et moi, j'y pensais aussi parce que je participe chaque année à une mission humanitaire depuis quelques années. On va au Liban, en Jordanie, auprès des réfugiés syriens, en fait. On intervient auprès des femmes et des enfants. Et donc, j'étais très intéressée de faire de suivre cette formation pour les aider. Et en fait, je me suis rendu compte que le champ d'intervention de la thérapie du stress post-traumatique, il est beaucoup plus large parce que nous, on a certaines représentations, en fait, de ce que c'est un stress et des causes de stress post-traumatique. Mais les patients, ils ont leur vécu et ils voient les choses de manière différente et ils vivent les choses de manière différente. Et donc, en médecine générale, c'est quelque chose qui peut rentrer dans votre pratique, en fait. Donc, maintenant, à la fin de cette présentation, vous êtes dans l'une de ces 4 situations, soit un thérapeute, un psychothérapeute qui ne peut pas prescrire lui-même le propranolol, parce qu'il y a des psychologues qui se forment à cette thérapie, soit des psychologues, soit des médecins, soit des psychiatres. Donc, si un psychologue vous adresse un patient pour l'évaluation médicale pour thérapie de la reconsolidation de la mémoire, ben, vous ne direz pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Maintenant, vous savez de quoi il s'agit. Deuxième option, ben, peut-être vous avez envie de vous former, j'espère. C'est mon intention de vous encourager à vous former parce que la formation, elle est pas très longue. Moi, je me suis formée en 2 jours, à distance en plus, donc c'est sur Zoom, vous pouvez rester chez vous ou vous déplacer au Canada ou dans d'autres lieux de formation. On peut se former aussi en France. Donc, ça peut vous pouvez la mettre en application soit dans votre cabinet, soit si vous participez à des missions humanitaires, bah, vous pouvez utiliser cette méthode thérapeutique. Donc, les informations sont sur le site du professeur Brunet, en fait, le site de l'association de formation à la thérapie de la reconsolidation de la mémoire. Vous pouvez aussi, l'autre option, c'est de pouvoir orienter les patients aussi, même si vous n'avez pas envie de vous former, vous connaissez cette thérapie et vous pouvez orienter les patients soit sur des thérapeutes au Maroc, et quand il y en aura, j'espère, soit vous avez un annuaire en fait des thérapeutes qui sont formés et en fait c'est un suivi qu'on peut faire en présentiel ou à distance. Il n'y a pas de problème, on peut le faire à distance en fait. Et si vous-même vous êtes concerné, ben n'hésitez pas.
à consulter. On est des êtres humains et on peut nous aussi être exposés à des traumatismes et développer un stress post-traumatique. Je me suis amusée à chercher sur donc ça c'est le site de l'association de formation, reconsolidation, thérapie de la reconsolidation. Et j'ai fait la recherche dans l'annuaire des thérapeutes formés. Donc sur la zone Afrique, il y a un thérapeute au Burkina Faso. Donc vous avez du boulot. Et j'ai écrit un e-book où je partage plus d'autres cas cliniques. Et si vous voulez, je peux vous l'envoyer vous me donnez votre email et je vous l'envoie. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Ben, j'espère que ça vous a motivé pour vous former. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Kmish. Comme je t'ai toujours connu dans le partage et toujours dans le partage, c'est très intéressant parce qu'en même temps, vous arrivez à simplifier la méthode et ça rentre dans notre pratique quotidienne. Pour un médecin généraliste, il n'y a aucun problème. Donc, s'il y a des questions dans la salle. Le propranolol, oui, c'était intéressant la question. Ouais, je voulais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu long à expliquer et je voulais rentrer dans les 30 minutes. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, il passe la barrière encéphalique et il interagit en fait avec les molécules qui sont synthétisées pendant la réaction émotionnelle en fait. Donc pour simplifier. Donc c'est pas non, c'est pas anxiolytique. Non, c'est pas une action anxiolytique. C'est vraiment une interaction au niveau du cerveau. Oui, c'est un bêta-bloquant. Moi, au départ, j'imaginais que l'action qu'il aurait, ce serait comme on connaît sur les symptômes, par exemple, vasomoteurs, sur voilà, la tachycardie, et sur les... Le propranolol, c'est un bêta-bloquant et diminue les battements cardiaques. Oui. Donc, quand le patient se rappelle d'événements ou de problèmes qu'elle a vécu, oui. Donc, quand on ingère le propranolol, elle raconte. Donc, le propranolol, elle fait ses oui, effets. Il a cet effet elle va aussi. diminuer les battements cardiaques. Exactement. Le patient, elle va parler de tout ce qui est là. Donc, les battements cardiaques, elles vont rester un peu diminués. Le patient, je crois, ça sent bien. Oui, mais pas seulement. Donc, ça, c'est vrai, mais pas seulement. Quand il va reprendre une deuxième fois, il dit bon, je prends. Donc, je raconte mon histoire, mais je n'ai pas eu les mêmes événements que j'ai eu la dernière fois. Oui, donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, il y a une interaction au niveau du cerveau. C'est vraiment fascinant, en fait. Je crois qu'elle va s'habituer de raconter son histoire et de vivre l'histoire sans avoir les événements. Exactement. Donc, elle va s'habituer. Je crois que c'est ça. Au fur et à mesure, séance après séance, il ressent moins d'émotions en racontant son histoire. Exactement. Merci beaucoup d'abord pour cette excellente présentation. Alors, ma question, est-ce qu'il suffit de se rappeler du souvenir ou il faut quand même discuter avec le patient et s'étaler sur le souvenir et le traumatisme? C'est une question très intéressante parce que justement dans le protocole, on apprend qu'on ne fait rien, on ne fait pas d'analyse, on raconte le souvenir, ce qu'on appelle le récit traumatique, on se limite à ça. Le protocole, c'est ça en fait, on se limite au récit traumatique et c'est pour ça que ça s'intègre dans une consultation de médecine générale. Moi, je fais de la thérapie comportementale et cognitive. Les rendez-vous, c'est à part. Je ne peux pas faire ça avec la médecine générale. Par contre, la thérapie de la reconsolidation, c'est avec les rendez-vous de médecine générale parce que c'est 15-20 minutes, en fait. Le patient, il vient, il répond au questionnaire. On a différentes façons de faire le ravivement du souvenir, en fait. Et ça prend vraiment 15-20 minutes maximum. Et ensuite, au revoir. Entrez chez vous, ça va travailler dans votre tête. Et à la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment une thérapie que tous les médecins généralistes peuvent intégrer à leur consultation, en fait. Parce qu'on ne doit pas, en fait, dans le protocole, on ne doit pas faire d'analyse pendant cette séance-là, en fait. Exactement le même récit, en fait. C'est ça. Et on introduit, en fait, des différences pour que ça marche mieux. Ouais. Alors, oui. Deux questions. Est-ce qu'on peut l'associer à la paroxétie, d'une part, et deuxièmement, c'est l'intervalle entre les séances. Une semaine. L'intervalle entre les semaines, c'est une séance, c'est une semaine. Et il faut que ce soit vraiment 6 séances consécutives pour que, voilà, pour que l'efficacité, elle se construit semaine après semaine. Est-ce qu'on peut l'associer à la paroxétie? On peut. Il y a une étude, justement, où ils ont inclus des patients qui étaient sous antidépresseurs. Ça pose pas de problème, en fait.
Il y a d'autres questions? Je sais plus. Je sais plus. Je vais vous dire des bêtises. Mais sur le site, faut taper en fait. Il est parti. Thérapie de la reconsolidation de la mémoire, professeur Brunet sur Internet. Et vous trouvez le site parce qu'il y a des formations soit en présentiel, soit à distance. Moi, j'ai fait un séminaire 2 jours et le lendemain, on peut pratiquer parce que c'est concret en fait. Non, moi, j'ai fait à distance. Je l'ai fait à distance, ouais, de chez moi, en fait, sur Zoom. Mais c'est concret, on fait des ateliers pendant la formation. Donc, vraiment, on sort de la formation, on est formé. Tout de suite, on peut commencer à recevoir des patients. Je pense qu'on peut la comparer à un geste technique, en fait. Exactement. C'est vraiment technique. Exactement, ouais, c'est très concret. Donc Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, merci d'avoir participé. Ça m'a fait plaisir. C'est bon?